Ce que je vous promets dans cette session, c'est de vous dire toute la vérité sur l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'elle peut nous rapporter de bon dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle et aussi les limites. Les limites, parce qu'il y a toujours des limites dans toute révolution. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est une révolution qui nous atteint. Et il faut un peu suivre, mais il faut suivre intelligemment, il faut la suivre, si vous voulez, de façon autonome. Et l'autonomie, à mon sens, vient de la compréhension. Donc, quand on comprend un phénomène, on devient autonome par rapport à lui, on peut l'évaluer, on peut travailler avec, on peut l'étudier, etc. Donc, ça, c'est le but de cette séance d'initiation. Donc, c'est essayer de comprendre, d'anticiper et de se former face à cette nouveauté qui n'est pas réellement nouvelle. Donc, ça fait déjà quelques années que nous avons des outils d'intelligence artificielle sur nos téléphones. Et donc, c'est pas récent. Encore plus loin, peut-être avant que ça se démocratise et que ça devienne sur les téléphones de tout le monde, avant, il y avait aussi de l'intelligence artificielle. Donc, depuis déjà les années 70-80, les premières intelligences artificielles ont fait leur apparition, surtout ce qu'on appelait dans le temps les systèmes experts. Est-ce que vous avez entendu un peu le concept? Donc, avant l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y avait des systèmes qu'on disait, qu'on nommait experts. Et je vais vous en parler un peu à la fin. C'est l'ancêtre de l'intelligence artificielle, mais c'est l'ancêtre vivant, c'est l'ancêtre qui connaît le mieux, c'est l'ancêtre, disons, meilleur, en bonne forme. Voilà, pendant donc les 2 heures qui vont suivre, nous allons suivre un peu ce programme. On va commencer directement par une démonstration, c'est-à-dire voir avant de comprendre comment ça se passe. Ensuite, on va comprendre l'IA, donc les termes clés, les mots-clés de l'IA, sans jargon. Je vous promets pas de formules mathématiques, pas de jargon informatique, juste comprendre l'essentiel pour pouvoir suivre. L'IA est déjà dans votre pratique. Je vais vous citer un peu les exemples que vous êtes en train de rencontrer ou que vous allez rencontrer très, très prochainement parce qu'ils sont là. Je vais passer à 5 démonstrations directes. C'est le cœur de la séance. Donc, j'ai préféré donc j'ai fait cette séance pour là avec quelques médecins que je considère référents pour moi et donc qui ont ciblé un peu le besoin actuel des médecins, surtout spécialistes. Et donc, j'ai mis tout ça dans les 5 démonstrations qu'on va faire ensemble. Et on va terminer avec les limites éthiques et votre responsabilité ou notre responsabilité à tous engagés face à ce nouvel outil et comment aller un peu plus loin. La question à laquelle on va essayer de répondre, ce n'est pas la question, c'est-à-dire la question Zama, que tout le monde se pose. Peut-être à un certain niveau, est-ce que l'IA va arriver en médecine? Est-ce que l'IA va nous remplacer? Les 2 questions, ils sont déjà du passé, ils font partie du passé. Parce qu'aujourd'hui, elle est là. On sait bien qu'elle est là. Sous d'autres cieux, on sait qu'elle est en train déjà de performer, de donner beaucoup de résultats. Elle est en train d'assister, d'aider, etc. Je vais vous en parler après. Et peut-être la bonne question aujourd'hui, c'est de comprendre, si vous me permettez une fois pour toutes, que l'IA ne va pas remplacer le médecin, mais que le médecin qui va utiliser l'IA, il va remplacer le médecin qui ne va pas l'utiliser. C'est pas ça, c'est pas une quote de moi, c'est pas moi qui le dis. Donc en 2024, une grande conférence, la Medical School à l'MIT, ils ont fait une très grande conférence justement par rapport à l'avènement des outils de l'IA dans le domaine médical. Et donc, ils sont sortis avec cette citation qui se dit de cap partout. Le médecin ne va pas être remplacé. Mais celui qui va être remplacé, c'est qui? C'est celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que c'est que l'IA, qui ne va pas l'utiliser. Dans 5 ans, je vous promets que dans 5 ans, vous allez évoluer, vous allez travailler dans un milieu où il y a
beaucoup d'IA. Si vous n'êtes pas prêt, si vous ne comprenez pas l'enjeu, pas comme un informaticien, mais comme un professionnel de la santé qui va juger, qui va être assisté, qui va être augmenté par l'IA, ça va être très difficile de performer en tant que médecin dans ce milieu-là. Et donc, la question à laquelle on essaye tous donc d'effleurer cette séance, c'est pas vraiment, on va pas s'approfondir dans ça, mais on va essayer de comprendre comment nous allons travailler avec l'IA. Je vais commencer par une démonstration d'ouverture. Donc, tout de suite, on va regarder l'IA, comment elle va travailler. Donc, j'ai préparé quelques démonstrations. Et avant de, bien sûr, voilà. Donc, j'ai préparé quelques supports de cas. J'ai essayé de toucher un peu des choses que tout le monde, c'est-à-dire qui est dans la pratique de tout le monde. J'ai pas ciblé particulièrement des spécialités d'autres, par rapport à d'autres, mais je pense qu'ils vont parler à tout le monde. Mon but, c'est pas de voir un peu le cas qu'on va traiter ici, parce que je vais vous donner un peu les cas, mais c'est surtout l'utilisation. Qu'est-ce qu'elle va nous rapporter dans ce type si vous voulez, voilà. Quelques concepts, je vais anticiper. Donc, les LLM ou l'outil intelligence artificielle, c'est un peu l'algorithme, c'est la machine qui va essayer de comprendre votre besoin en utilisant les données d'entrée pour répondre à votre besoin intelligemment. Donc ça, c'est ce que je vais appeler outil. Pourquoi je vais dire outil? Je ne vais pas dire ChatGPT à tout moment, parce que ChatGPT n'est qu'un exemple. Donc il y a beaucoup d'exemples. Bien sûr, on pourra discuter de la différence entre ces types d'outils, etc. Donc ça peut faire l'objet de plus d'approfondissement. On va utiliser un outil. J'ai choisi ChatGPT parce qu'il est connu par pratiquement tout le monde. Voilà. Alors, autre concept, les prompts. Quoi un prompt? Un prompt, c'est la question que vous allez poser à l'outil. Donc, vous allez lui donner de l'information et vous allez lui poser une question sur la donnée que vous avez fournie. Bien sûr, pour qu'il puisse vous répondre de façon fiable, de façon sûre, de façon correcte, il faut que la question soit bien posée aussi. Ça, si vous voulez, c'est la base de la communication. Bien poser la question pour avoir une bonne réponse. Alors, donc ça, c'est le prompt, c'est la question. On va démarrer avec ce cas. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux utiliser une intelligence artificielle pour un compte rendu de consultation. Ça, c'est une pratique. Donc, le compte rendu, c'est quelque chose de chronophage pour les médecins. Et donc, écrire un compte rendu entre deux consultations, ça pose en général des problèmes d'omission, d'oubli, de manque de concentration. Donc, les médecins en général, ils parlent de fin de journée très lourde, très difficile, où on a besoin de terminer tout pour rentrer. Ça peut, je pense, aider. Voilà. Donc, à partir de quoi on peut faire des comptes rendus? À partir de notes brutes. Alors, les notes brutes, c'est vos remarques, vos notes personnelles. Elles peuvent être directement prises d'un outil, par exemple un système de suivi de patients ou un système de dossier patient électronique. Donc, vous allez saisir ces notes rapidement, comme vous pouvez les écrire directement sur du papier ou utiliser le téléphone, un dictaphone pour avoir donc les notes sous forme de vocale, disons. C'est un patient de 58 ans qui est vu en consultation. Alors, je vous montre aussi ici que le patient, Mohamed Zid Ahmed par exemple, il vient en consultation en cabinet de médecine générale. Donc, c'est un généraliste qui est en train de faire le suivi. Un des antécédents, diabète de type 2, hypertension, tabagisme, etc. La profession, c'est un commerçant. Donc ça, c'est un peu le profil, il est quelque part. Vous n'avez pas besoin de donner toute cette information, donc vous la connaissez, et vous allez écrire rapidement des notes sur la consultation qui vient de se dérouler. Donc, douleur thoracique gauche depuis 3 semaines, intermittente, pas d'irradiation nette, survient parfois à l'effort, parfois au repos, pas de dyspnée,
TA 15,9 aux deux bras, FC 84 régulière, auscultation cardiaque normale, tabagisme actif, diabète de type 2 sous glucophage, une glycémie récente à 7,9, une tension. Alors, il est actuellement sous Amlor 5 mg, mal observé, le CG de repos sans anomalie et la demande. Donc, on demande un avis cardiologique. Donc, ça, c'est le besoin. On a besoin de ça. C'est un généraliste qui est en train de prendre des notes. Donc, il a besoin de l'avis d'un cardiologue pour renforcer, aussi renforcer peut-être l'hygiène de vie, les bilans à venir, etc. On va poser la question à un outil d'intelligence artificielle. Alors, la question est la suivante. Tu es un médecin généraliste francophone, rédige un compte rendu de consultation structuré et professionnel à partir des notes ci-dessous. Le format, motif, examen, conclusion, conduite à tenir. Maximum de 100 mots en français. Et enfin, termine par ce document est généré par un assistant, avec une assistance IA à valider. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je mets toujours de la phrase en fin, parce que l'IA, c'est-à-dire non, c'est pour susciter votre validation à chaque fois. Il ne faut pas tomber dans un biais qui est très bien connu et qu'on va voir par la suite de la confiance démesurée dans ces outils. Je m'excuse à madame, on n'a pas prévu ça. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais aller sur mon compte GPT. Donc, je vais vous le présenter. Alors, regardez ici. Alors, c'est un compte personnel. Il est libre, il est free, il est non payant, disons. Donc, c'est un compte court. Il n'est pas professionnel. Il n'est pas vraiment le top de ce qui se fait. Donc, si on paye un compte GPT ou autre, c'est-à-dire on va avoir accès au modèle le plus sophistiqué, le plus entraîné, qui a donné les meilleurs résultats. C'est tout à fait normal, on nous donne ce qui est gratuit, c'est ce qui est dépassé un peu. Mais vous allez voir, il performe. Autre chose que je vais vous présenter aussi, regardez ici. Alors, j'ai choisi ici une exécution temporaire. Je vais refaire pour vous montrer juste. Voilà, c'est mon compte. Toujours, il est un Kitoni. Et ici, il est différent de celui de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je suis venue ici pour lui dire, alors exécute ce chat, cette conversation temporairement. Quel est l'intérêt de ça? Voilà, c'est pour que justement les données que je vais entrer ici, ils ne vont pas être utilisées par OpenAI, par ChatGPT pour les entraînements futurs. Donc vous pouvez utiliser donc des choses comme ça pour vous protéger un peu. Mais aussi, il y a un revers. C'est que, comme ça, il ne va pas vous reconnaître. Donc, avec le temps, c'est-à-dire à chaque conversation, elle est unique pour lui. Alors que si vous utilisez votre compte, c'est-à-dire la conversation longue, disons, avec le temps, il va vous reconnaître votre temps, votre personnalité. Ceci dit, c'est sans conscience. Hein. C'est-à-dire, c'est algorithmique et c'est des calculs mathématiques. Des relations mathématiques entre les données que vous êtes en train de créer. Alors aussi, donc les données qu'on va utiliser ne seront pas gardées dans les serveurs de ChatGPT, disons. Donc je vais utiliser cet outil. Donc je vais prendre en premier lieu la question, C, juste pour l'anecdote. Bonjour, merci de bien vouloir. Alors ça coûte de l'argent pour les LLM. Ça coûte de l'argent, c'est-à-dire comme lui, il est en train de traiter le texte que vous êtes en train que vous lui donnez. La question, il va la reconnaître mot par mot. Donc, si vous écrivez bonjour, merci de bien vouloir me donner kada wa kada, ça veut dire qu'il va utiliser du temps, il va utiliser beaucoup de ressources pour pouvoir juste comprendre c'est de la politesse, c'est pas le fond. Donc, on n'a pas besoin d'être poli avec lui. Et d'ailleurs, Sam Altman, le fondateur de OpenAI, dernière, je vais coller ici la question comme vous avez l'habitude de le faire, parce que c'est particulier. Je suis sur un chat temporaire. C'est juste une différence pour un peu, ils le font exprès. Ben, on sait exactement où il est, parce que je peux basculer entre les deux. Après, je vais revenir à mon cas et je lui ai passé un peu tout le texte, toutes mes notes.
qui sont dans leur état brut. Et je vais lancer, voir ce qui se passe. Voilà, rapidement, moins de 20 secondes. On a déjà un résultat. Donc, le motif, consultation pour de la douleur thoracique, gauche. Alors, veuillez donc voir, constater qu'il est en train de suivre mot à mot ce que je suis en train de dire. Il a organisé le format. Donc, c'est quoi? Le motif, l'examen, la conclusion, la conduite à tenir et la phrase magique, il faut valider le résultat. Voilà. Donc, comme vous le savez le faire, vous pouvez copier et le mettre dans vos documents en tête, par exemple, pour imprimer, soit dans un dossier que vous pouvez télécharger, mais que vous pouvez sauvegarder. Mais l'idée, elle est là. En 20 secondes, il a restructuré mes notes brutes, sans rien oublier. Même les chiffres, vous pouvez remarquer qu'il ne fait pas d'erreur sur les chiffres. Tout est OK. Voilà. Donc, la première utilisation directe, un compte rendu en 20 secondes. L'étape suivante, je vais lui demander une lettre d'orientation. Je suis un généraliste, je n'ai pas pu prendre des décisions. Peut-être que je vais l'envoyer chez un confrère. Donc, sur le même cas, je vais créer la lettre d'orientation vers le cardiologue. Toujours la question. À partir du même cas, rédige maintenant la lettre d'orientation professionnelle de ce médecin généraliste vers un cardiologue. Un temps confraternel, la structure, le motif, les éléments cliniques, le facteur de risque et une demande précise. Remarquez que je ne lui ai pas demandé ce qu'il doit écrire. C'est la demande précise, mais je ne l'ai pas spécifiée. Donc, c'est lui qui va décider de la demande précise qu'il va écrire. C'est le modèle. Le maximum en 100 mots et en français. Ça aussi, c'est une remarque importante. La langue avec laquelle il va travailler. Donc, je prends tout ça, je reviens à mon chat GPT, je lui colle la requête, le prompt, et il va la faire. Je vous adresse le patient de 58 ans pour avis cardiologue. Est-ce que vous avez remarqué que le nom et le prénom? Vous avez déjà remarqué que déjà, le cas, je n'ai pas mis le nom et le prénom. J'aurais pu mettre peut-être des initiales ou là pour me repérer. Lesquels en même temps, je vais créer 50 rendus. J'aurais besoin d'indices. Après, pour le chat GPT, j'ai pas mis le nom et le prénom du patient. Ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'il s'entraîne sur les données et ce que vous lui donnez, il peut le restituer quelque part. Là, on ne le sait pas. Mais c'est comme ça que ça se passe. Oui, la confidentialité des données, surtout c'est-à-dire tout ce qui est donné qui peut identifier le patient. Là, on est obligé de lui donner les informations concernant le patient. Voilà, pour tout ce qui est éthique et réglementaire aussi. On va voir ça à la séance aussi. Donc, nous avons toute la lettre qu'on va copier et directement imprimer ou là, on va ajouter bien sûr le nom. Le nom et le prénom, propre en local. Alors, je reviens à ma présentation. Promis. Donc, je vais essayer donc de vous donner un peu les éléments de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas technique, mais c'est sans jargon, mais c'est très important pour comprendre un peu où est-ce qu'on va avec l'intelligence, ces outils d'intelligence artificielle. Donc, on va prendre un petit moment pour comprendre un peu les différentes intelligences artificielles. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'étoile. Donc, il y a de l'intelligence artificielle, il y a les LLM, qui sont aussi des outils d'intelligence artificielle. Je vais commencer par l'intelligence artificielle qui est quoi? C'est l'ensemble du domaine des algorithmes, des méthodes, etc. et qui vont faire à la machine ce que nous, on le fait. On le fait avec notre intelligence humaine, disons. Alors, à l'intérieur, donc dans cet grand ensemble, nous avons le machine learning ou l'apprentissage automatique. Mais ML, machine learning, c'est le mot un peu qui est un peu, c'est de l'anglocisme. On dit ça, c'est un mot qui les francophones aussi l'utilisent. Alors, le machine learning, c'est quoi? C'est l'algorithme qui apprend à partir des données, à partir d'un nombre élevé de données. Il va comprendre, il va créer des patterns, il va créer des modèles, il va trouver des relations entre les données
pour pouvoir après comprendre ce qu'il va inférer ou ce qu'il va donner. Alors, à l'intérieur, donc nous avons une spécialisation qui est l'apprentissage automatique profond, qui est le deep learning. C'est un type de réseau d'algorithmes qui apprend très très profondément, qui va sur des tâches très spécialisées telles que la reconnaissance, par exemple, faciale, qui est un domaine du traitement d'images. Donc, il excelle, le deep learning, il excelle dans tout ce qui est traitement d'image, dans tout ce qui est traitement du langage naturel. Donc ça, c'est deux domaines très, très pointus, où on a beaucoup de spécificités, et donc il faut des algorithmes un peu plus pointus que l'apprentissage automatique général. C'est des papyrus, c'est des poupées russes, donc l'une à l'intérieur de l'autre. C'est pas des concepts disjoints, c'est des concepts liés. Donc, plus vous allez dans la profondeur et plus vous allez trouver des outils plus pointus, plus sophistiqués. Alors, les LLM, c'est quoi? Les LLM, les Large Language Models, c'est des modèles d'intelligence artificielle, mais qui sont entraînés sur du texte, que du texte. Ils ne connaissent pas autre chose. Après, bien sûr, vous pouvez trouver ChatGPT qui peut analyser une image, mais c'est un autre modèle qui est ajouté le ChatGPT. LLM, c'est juste pour du texte. C'est une IA conversationnelle, donc on lui pose des questions, donc tout est question de texte transféré. Plusieurs modèles, on a ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, associé à Google, etc. Je vais vous donner un peu, je vais passer, si vous voulez, à des analogies, peut-être qui vont vous parler plus sur les modèles. Donc, qu'est-ce que le machine learning? La mémoire clinique d'un médecin. C'est-à-dire, après avoir vu et consulté des centaines de cas, il va reconnaître le cas. Donc, c'est un peu l'expérience. C'est le principe du machine learning. À partir donc des données, il va s'améliorer, il va améliorer la performance en regardant ou en avalant un peu les données, beaucoup de données, et si possible, des données de qualité. Je vais revenir sur ça aussi, parce que les données, c'est un peu le gasoil de ces types de... Alors, l'algorithme, pour tous les types, donc c'est l'algorithme pour tous les types d'apprentissage automatique, donc il va performer sur les données le spécialiste, il va étudier, il va consulter, il va voir des cas, il va se perfectionner. Alors, le deep learning, c'est une cascade de consultations. C'est l'équivalent un peu du généraliste, donc qui va voir le cas et qui va le transférer à un autre niveau de spécialisation, ou un autre niveau, jusqu'à ce que le cas soit vraiment très, très documenté, très, très détaillé et compris. C'est le deep learning. Donc, les différentes couches qui m'a les réseaux de neurones, chaque couche, le modèle, elle va reconnaître un aspect du tout jusqu'à arriver à la fin. Les LLM, c'est un externe, ou un interne qui a tout lu. C'est quelqu'un qui sait très bien lire, qui a la capacité de lire toute la documentation scientifique, tous les cas d'études, tous les cas d'école, tous les dossiers patients. Et il sait très bien écrire, et donc vous restituez ce qu'il a appris. Mais il n'a jamais ausculté un patient, il n'a jamais vu un patient. Quelqu'un qui ne connaît le patient que par ce qui est dans son dossier, comme disait madame tout à l'heure. Rien ne va remplacer, aucune machine, aucun algorithme ne va remplacer l'examen clinique. Madame Getligoubi, le terme la mimique, la démarche du patient qui dit la machine fait l'algorithme. Même si on a un robot qui est en train de faire l'auscultation, il ne pourra jamais voir ça. Donc ça, c'est ce qui fait la différence entre la personne, le médecin, et un système d'aide au diagnostic pour les médecins. Une étape très, très, très importante aussi, même si elle est un peu théorique, et c'est la dernière, comment l'IA, elle apprend tout ça. On a un pipe, c'est un workflow si vous voulez, comment un algorithme, il va apprendre un diagnostic, ou là à reconnaître un nodule, ou à reconnaître sur une image une tâche qui dangereuse. Donc, la première étape, c'est rassembler, on va collecter les données, on va les étiqueter, parce que ça,
c'est le carburant de l'algorithme. Avec ça, il va apprendre. Le plus possible, c'est le mieux. Après, les algorithmes, il existe beaucoup d'algorithmes, ils vont s'entraîner, maintenant, ils vont se spécialiser. Donc, le même algorithme, si on lui donne des images, par exemple, de pneumonie, il va apprendre à les déceler. Si on lui donne des images de tâches dangereuses, etc., il va apprendre à les connaître, mais c'est le même algorithme. Donc, il va se spécialiser. Il y a la phase d'entraînement. Après, la phase de validation, tout algorithme qui خلص, bien sûr, on va le mesurer ça, on va mesurer sa performance, la précision, etc. Qui est des métriques qu'on va, les créateurs de modèles, on va les utiliser pour évaluer le modèle. L'expert, il va passer l'étape suivante, l'IA, il va valider. Alors, comment il va valider? Donc, il y a une première phase où le modèle, on va lui proposer des cas qu'il n'a jamais vus, inédits pour lui. Et on va mesurer la performance. La dernière étape de validation, c'est l'expert. Lors de l'utilisation en période de test, jamais on met en pratique, ou là on met en production un modèle qui n'a pas été validé par un expert. Même il ne sait pas vous-même qui l'avez validé, vous devez demander qui c'est qui l'a validé. Donc ça, c'est une question parmi tant d'autres qu'on verra juste après aussi. Votre responsabilité devant les modèles qui sont en train de se créer. Et donc, par définition, la qualité de l'algorithme, elle vient de la qualité des données qu'on lui est en train de fournir. Donc, plus elles sont de qualité, ou je maintiens la qualité. Vous pouvez me poser la question. Je vois les données de qualité. Alors, les données de qualité, c'est-à-dire les données vérifiées. Vous avez vérifié, c'est des cas réels. C'est pas des données synthétiques, génériques. Deuxième chose, les données, ils doivent être équilibrées. C'est-à-dire, ils doivent être représentatifs. Cohérentes, oui, elles doivent être cohérentes, plus la représentativité des classes que l'on veut prédire. Par exemple, si on veut prédire, un type de nodule, il faut que la population, les données représentent tous les types de nodules qui existent. Sinon, à un moment donné, on va lui proposer une image qu'il ne reconnaîtra pas. Ou là, qu'il va reconnaître parce que c'est une limite, il ne va jamais vous dire non, je ne sais pas ou là, je ne reconnais pas. Il va vous donner une prédiction, il va vous donner un diagnostic, mais avec une précision moindre. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Je peux vous parler un peu des mathématiques qui sont derrière, parce que rien n'est conscient ici. Même quand il fait des erreurs, il n'est pas conscient qu'il fait des erreurs. Pour lui, il est en train de vous aider à vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas trouver. Même si la sécurité, la marge d'erreur, elle est très grande. Mais il va vous donner une réponse. Directement, on va passer à l'IA qui est déjà dans la pratique. Donc aujourd'hui, pratiquement en arrière-plan, dans tous les systèmes, il y a des modules d'IA, du plus simple au plus complexe. Donc si on prend par exemple des systèmes, je vais vous donner l'exemple type. Vous connaissez le DEM. Le DEM, il est installé chez vous. Dans les structures en général publiques, il est installé plus ou moins. Il est censé contenir toutes les données de la structure, mais le dossier patient électronique, DEM d'ailleurs, c'est dossier électronique médical. Donc c'est le dossier du patient avec toutes les informations des médecins, des ressources matérielles, les dispositifs que vous utilisez, etc. Alors sur ces données-là, il y a un module qui, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, qui va faire des prédictions de risque d'hospitalisation des patients en utilisant leur dossier. Alors, pour ne pas m'étaler sur ça, en imagerie par exemple, il peut faire une pré-analyse et faire la priorisation des examens. Donc le fait qu'il va faire un tri. Et dans beaucoup de domaines, les outils, les dispositifs actuels qu'on vous ramène, pratiquement depuis 2024, ils ont tous un module IA qui est intégré, même si vous ne le savez pas. Par exemple, dans un échographe moderne, l'échographie 3D, 4D, il fait lui-même du nettoyage de la vidéo. Il fait automatiquement, Kingoul de lui-même, c'est-à-dire qu'il y a un module intelligent qui va nettoyer la vidéo et qui va zoomer sur des parties qui semblent intéressantes plus que sur
ce qui n'est pas intéressant. Donc, sans le savoir, vous êtes en train d'utiliser un module d'intelligence artificielle. Alors, des résultats validés donc, dans le monde. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Et bien sûr, les recherches de par le monde, ils partent directement en production, maintenant en industrie. Donc, ils sont installés dans les dispositifs médicaux ou là dans les systèmes de gestion hospitalière, la gestion du patient. Donc, les algorithmes, les modèles, ils sont déjà en utilisation. En radiologie, en cardiologie, en ophtalmologie. Le dépistage de la rétinopathie diabétique, elle a excellé, elle a dépassé de beaucoup les experts. Les experts, donc, qui donnent une comparaison, ils sont à 80% de précision, les experts. L'outil, il est à 95%. Donc, il dépasse l'expert, le dépistage, le modèle. Après, dans beaucoup de domaines, comme vous le voyez, la recherche, elle avance et les modèles, ils sont créés, ils sont validés. Pour info, un modèle, il faut qu'il soit certifié. Donc, la notion de certification. ChatGPT, il n'est pas certifié, modèle médical, il n'est pas certifié. Donc, c'est un modèle généraliste. Il fait pour tout. Pour le médical ou tout autre domaine, on va créer des modèles qui mènent comme pipe. Le modèle, il est spécialisé dans une tâche. Après, il doit être certifié par des organismes de certification, après validation par les experts. Par les experts, il faut qu'il y ait un organisme étatique pour que vous pouvez l'utiliser dans le public. Par exemple, un ChatGPT médical. Alors, ils sont payants en général. Et ils sont certifiés par des organismes en général de certification, qui l'ISO, etc. Qui a des certificateurs de solutions d'intelligence artificielle pour tous les domaines, ماشي غير الميديكال, donc l'industrie, le pharma, l'enseignement. Donc on trouve toujours de la certification. Et donc tout ça, c'est certifié, c'est utilisé aux États-Unis et en Europe. Et bien sûr, depuis quelques années aussi, en Chine et au Japon, le Covid, ça a montré beaucoup, donc les outils ils ont montré beaucoup d'efficacité dans la gestion de cette Covid. Donc, les sorts. Soyons maintenant, le contexte algérien, alors on a des défis. L'IA, pour fonctionner, elle a besoin de ressources. L'Internet. Parce que les modèles qu'on est en train d'interroger, ils sont sur des serveurs, on ne peut pas accéder qu'à travers. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a des IA locales. Ça existe. Il y a des IA locales. Mais pour que l'IA soit performante, il faut qu'elle soit alimentée par plusieurs sources. مثلا le DEM, il doit être distribué ou il faut connecter l'internet, un réseau global qui met l'internet, contexte l'IA, avec les nouvelles technologies pour que le décideur puisse voir ce qui se passe dans les hôpitaux. Il faut que les hôpitaux ils travaillent avec et ils mettent leurs données. Donc il faut un réseau global qui elle est variable, elle n'est pas de très bonne qualité, des fois elle n'est pas disponible, les structures publiques, elle n'est pas tout le temps disponible. C'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est les données. Peu de bases de données sur lesquelles on peut travailler, on peut créer des modèles. Donc, il y a l'idéal, c'est que les modèles ils soient entraînés sur les données. C'est l'idéal. Le modèle il va performer sur le contexte algérien et donc il va donner des prédictions de plus en plus. Maintenant, les données ne sont pas, elles n'existent pas. C'est-à-dire, les données, les dossiers patients, papier, ça existe, sur le papier, les archives, etc., mais ils ne sont pas numérisés. Donc, ça freine un peu le développement des outils algériens, la locale. Vous savez que les LLM, ChatGPT et confrères, ils sont entraînés sur du texte, mais sur le texte qui circulait sur Internet, en libre. Les recherches Internet qui Google, on téléchargeait des documents, on cherchait des choses. Donc le profil Internet, les comptes qu'on créait dans différents systèmes, tout ça a permis au LLM, au ChatGPT-like, de s'entraîner. Maintenant, pour entraîner
un modèle spécialisé en médical ou dans d'autres spécialités, il faut que la donnée soit du type de la valeur, la qualité et le contenu qui est dédié à l'apprentissage. Eh bien, ça soulève un autre problème. La confidentialité des données, l'utilisation des données anonymisées, etc., pour pouvoir entraîner les modèles locaux. Si on ne fait rien, si on n'adhère pas à ça, on sera submergé par des modèles spécialisés qu'on va payer, mais qui ne sont pas adaptés au contexte. Je vais vous donner un exemple, juste après. Parce que les données d'entraînement ne correspondent pas au profil algérien. Exactement, local, algérien. Ni génétique, génomique, ni les autres types les autres définitions au profil du patient. Il y a des opportunités, ça apporte quelque chose. Le gain de temps qui est précieux. On a vu, on a gagné beaucoup de temps. C'est en 30 secondes, on a pu déjà créer un compte rendu et une lettre pour le spécialiste, une lettre d'orientation. Donc, c'est quelques secondes par rapport à ce qu'on faisait avant. Et imaginez, le temps sur une semaine, ça peut vous faire gagner plusieurs heures de rédaction. Nous avons aussi la télémédecine. La télémédecine, c'est quand on utilise des modèles comme ça, des modèles intelligents, pour aider ou à prendre en charge des patients, infler des erreurs médicaux. Les spécialistes. Donc, un généraliste, il est aidé par un système qui est conçu qui est fait il va répondre comme un spécialiste. Ça, c'est une opportunité qui n'est pas égalée. Ensuite, je vais vous dire sincèrement, la création de ce type de modèle n'est pas difficile. C'est-à-dire, les informaticiens internet, ils savent le faire. Seulement, le problème, c'est que les données, elles ne sont pas de bonne qualité ou elles n'existent pas. Et donc, on est tout le temps freiné par ça. Et on est tout le temps tributaire des modèles qui sont créés à l'étranger et qu'on paye avec beaucoup. Ça coûte très, très cher. Très cher. La télémédecine, c'est une opportunité inestimable. Pas de coût, qui a une valeur inestimable, disons, et qu'on peut réaliser nous-mêmes. Et enfin, la stratégie nationale de digitalisation, les conseils, etc., ça marche. Ça commence à... Voilà. Parce que... Qui fait? Oui. Oui. On a beaucoup de résistance aussi à Hakim. Non, c'est pas anonyme. Non, c'est sécurisé parce que c'est protégé par des mots de passe et des facteurs d'authentification. C'est-à-dire, par exemple, je peux pas voir la liste des patients de professeur, par exemple, le professeur Bikwasi. Je peux pas. Voilà. Si vous avez le code. Oui. À distance. Si on est à la maison, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans les dossiers de malade. Mais quand on est à l'intérieur de l'hôpital, on peut se connecter au dossier médical. Mais quand on sort, à la maison, on a le mot de passe. Il faut être à l'intérieur de l'hôpital, à l'intérieur du service. Non. Eh bien, on a une explication. C'est un système de gestion de dossiers malades sur tout le territoire national. Normalement, ça doit être en réseau. Et ça doit passer par Internet ou un autre type de réseau, mais tout converge dans un même serveur. Actuellement, les déploiements, ce qu'on vous met dans vos hôpitaux, ce n'est pas la version globale. C'est pas, on pourra en discuter un peu, mais Madame professeure a la raison. Théoriquement, vous pouvez accéder au dossier patient ou à toute autre information tant que vous avez l'autorisation de le faire. Normalement, vous pouvez le faire. C'est une question d'installation. Oui. Voilà, je pourrais, après, lors de la pause, vous donner une idée de ce qu'on a fait sur le DEM. Alors, jusque-là, donc on a fait un peu le tour. Je voudrais insister sur ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que comment ça peut nous aider, nous assister, nous enrichir l'utilisation. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je suis convaincue que c'est en regardant les choses se faire qu'on va comprendre. Donc, je vais passer à 5 démonstrations
en direct qui vont un peu illustrer toute la panoplie des skills, des compétences vous pouvez voir. Voilà. Donc, je vais les 5 tâches du quotidien qui vont être transformées par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on a le diagnostic différentiel en 30 secondes, la synthèse d'un dossier lourd avant une consultation, le résumé d'un article scientifique en 5 points clés, la vérification d'une ordonnance complexe et enfin une explication qu'on va donner à un patient, par exemple, et la traduire en arabe. Donc, 5 tâches que vous connaissez dans votre quotidien et qui peuvent être changées par l'utilisation de l'IA. Donc, on va commencer par le diagnostic différentiel en 30 secondes. Je vais revenir à mon document. Voilà. Alors, premier cas, donc on va faire la même chose. Donc, je vais vous présenter un cas. Donc, ça, c'est le profil du patient. Les données brutes que vous pouvez saisir, ou là, c'est les notes du médecin qui sont transcrites sur un bout de papier ou là, dictées. On l'a dicté. Donc, le cas. Et après, je vais vous proposer le prompt, ou là, la question. On a besoin d'un diagnostic différentiel. Qui c'est qui le demande? Donc, vous regardez ici, c'est M. Karim Slimani. Il est venu en suivi en cabinet de médecine générale. Donc, c'est un généraliste qui est en train de suivre le patient. Le patient, il est compliqué. Il y a beaucoup de choses. Donc, les antécédents, HTA depuis 6 ans, diabétique depuis 4 ans et pas d'allergie. Les données du patient. Donc, c'est un patient de 58 ans, diabétique, hypertendu, qui consulte pour une fatigue progressive. Depuis 3 semaines, il est essoufflé à l'effort et gonflement des jambes. La TA, elle est 14,9. La température, le patient décrit une prise de poids récente de 4 kilos. Donc, il dort. Quand il se goulait le diagnostic, c'est parfait. Quand on va valider. Est-ce que... Non, mais après, on ne doute pas que l'expérience, elle va faire aussi, elle fait gagner du temps. Donc, on va faire gagner du temps à professeur en l'aidant à faire ça pour 20 patients par jour, peut-être, ou 30, sachant la charge qui est sur le public et les médecins en public. Alors, qu'est-ce qu'il a aussi à l'examen? Les œdèmes, crépitant, oui, un abdomen souple et pas de signes neurologiques, et la biologie, et enfin une radiologie thoracique, alors cardiomégalie discrète avec une surcharge interstitielle légère. La question qu'on va lui poser, donc tu es un médecin interniste expérimental. Donc il va se considérer comme un interniste. Tu peux ne pas l'écrire, mais imaginons que professeur Ntiyou, la spécialité théâtre. Voilà. Par exemple, vous avez besoin d'un avis d'un oncologue ou d'un radiologue. Donc, c'est des choses. Donc, quand j'ai vérifié avec le médecin, il y a donc, on me disait qu'à un certain moment, on va tomber dans les spécificités de la spécialité. Et donc, là, vous avez besoin de consulter peut-être un confrère qui est spécialiste dans une autre spécialité. Et là, voilà. Et là, exactement, vous allez lui demander de se considérer comme tel. Parce que sinon, il va vous rapporter ce que vous connaissez déjà. Donc, il ne va pas vous rajouter il ne va pas être innovant, disons. Voilà, c'est juste, donc, à partir du cas clinique, voilà, donc, on va partir sur, oui. Alors, donc, le mot HEDA, parce que différencier, ça veut dire qu'on a un diagnostic et que nous, on va voir les autres diagnostics, les autres produits, on n'a pas donné. Peut-être, justement, on fait toujours la remarque, on se fait la remarque, parce que là, on travaille beaucoup avec l'enseignement, etc. Donc, la façon d'interroger un modèle, elle est différente d'une personne à une autre, de sa façon de s'exprimer, de ce qu'elle connaît. Donc, c'est tout à fait normal de trouver des différences comme ça. Peut-être, si on a du temps, on peut enlever le mot et voir la différence, peut-être. Voilà. Mais donc, c'est comme vous voulez. Vous voulez qu'on l'enlève, on l'enlève, il n'y a pas de souci. Les plus probables, classer du plus probable au moins probable. Pour chaque diagnostic, argumente en faveur et contre
indique les examens complémentaires prioritaires, termine par le diagnostic le plus probable et le niveau d'urgence, et enfin termine aussi par le document est généré avec une assistance IA à valider. Donc ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, donc on va prendre la question, si vous voulez, le prompt, on va poser la question, après je vais ramener le cas, voilà, tout le cas jusqu'à la fin, et on va lancer, on peut chronométrer. Alors, 1. Insuffisance cardiaque congestive décompensée. Les arguments vers les arguments contre. Donc, à partir des données d'entrée. Ensuite, 2. Syndrome cardio-rénal, insuffisance rénale avec surcharge hydrosodée. Les arguments en faveur, les arguments prioritaires, voilà. En faveur, contre, l'examen prioritaire, c'est pour le troisième cas, cardio silencieuse avec début d'insuffisance cardiaque. OK. 4e, anémie contribuant à la dyspnée et à la décompensation. Voilà. Le diagnostic le plus probable, insuffisance cardiaque congestive décompensée sur cardiopathie hypertensive et ou ischémique chez patient diabétique. Niveau d'urgence élevé. Une évaluation hospitalière rapide ou spécialisée sous 24 heures est indiquée en raison des signes de congestion cardio-respiratoire et du risque d'aggravation. Ce document est généré par l'assistance IA. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné ici? De l'expertise, on a gagné du temps, mais reste toujours la validation du médecin. Il se peut que votre patient pose quelque chose qu'il n'a pas décelé ou là, et que pour vous, le 4e le plus probable. Donc, on peut passer au-delà. Par exemple, on peut lui demander sur le même cas, je décide ou là je préconise de vérifier, de valider la 4e diagnostic. Donc, il va entrer encore plus en détail. Vous pouvez lui demander sur ce cas, donne-moi les références, les dernières recommandations pour ce type de pathologie. Alors, qu'est-ce que ça nous a appris? Alors, déjà, ça nous donne donc une première idée sur la rapidité et le gain en temps que l'on peut exploiter dans d'autres activités, et la charge cognitive qui est sur le médecin, qui a beaucoup de cas différents. Voilà, vous êtes devant un assistant qui ne tombe jamais malade, qui n'est jamais fatigué, qui ne se plaint pas. Je cherche justement, il n'est jamais contre. Tant que vous payez le compte, il va vous le proposer. Le deuxième cas, c'est une synthèse d'un dossier volumineux. Donc l'idée, c'est avant une consultation, j'ai besoin de parcourir un dossier. En général, on le fait en diagonale, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si vous avez la possibilité de résumer ce dossier, oui, la synthèse. Oui. Donc, rapidement, on va passer sur le cas 2, la synthèse d'un dossier patient volumineux. Alors, c'est une dame de 71 ans, toujours. Elle est polypathologique, suivie depuis plusieurs années. Donc, les données brutes à saisir, théoriquement, ils sont extraits du dossier patient. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est que si on utilise un système qui met le DEM, je ne dis pas que le DEM, mais si on utilise un système qui met ROA, vous pouvez avoir des données rapidement. Le dossier patient, il est accessible rapidement, vous n'avez rien à saisir. Après, vous pouvez copier et demander à votre propre LLM pour vous aider à faire ça. Donc, la patiente, avec des antécédents, HTA, diabétique, fibrillation, insuffisance cardiaque, elle a consulté en janvier. Alors, consultation en janvier, consultation en marche, au mois de mars, amélioration, plainte de douleur de genou, ça c'est nouveau. La biologie en avril, traitement actuel, syndrome, l'azélix, etc. Et la consultation donc en mai, elle est prévue en mai, pour un suivi global. La patiente, elle est autonome et le transport est assuré par sa fille. Donc, le prompt et le suivant. Alors, tu es un médecin préparant une consultation de suivi. À partir du dossier ci-dessus, rédige une synthèse en 5 à 6 lignes, problème actif, évolution récente, traitement, point de vigilance pour la prochaine consultation. En français, clair et concis.
Comme toujours, je prépare la question, je lui pose la question. Alors, les prompts, c'est des prompts modèles. Donc, je les ai préparés. Pour le domaine médical, il y a une logique dans la création des prompts. C'est tout un savoir-faire. Parce que sinon, il va vous donner tout et n'importe quoi. Je vais aussi, donc, ramener le cas. Voilà, on vérifie, tout est là. Il faut s'assurer qu'on a tout copié. Parce que des fois, on copie une partie. Et donc, le résultat, il n'est pas bien fondé. On se dit, tiens, pourquoi? Parce qu'avec la pratique, c'est-à-dire on se rend compte, c'est des petites limites en tant qu'utilisateur. Donc, on lance. Il a pris quand même un peu de temps hein, par rapport aux premières. Donc, 5 lignes, voilà. Alors, il y a une norme. Les lignes, c'est en nombre de mots. Donc, ce n'est pas des lignes parce que théoriquement, ça diffère la taille, la police, quand on écrit un document. Donc, le nombre de lignes, il est différent. Il est facteur de plusieurs mises en forme. Donc, nombre de mots. Donc, le nombre de mots qui tiennent sur 6 lignes, si vous voulez. Donc, la patiente, suivie pour HTA, diabète, fibrillation auriculaire, décompensation, code 9, avec amélioration clinique en mois de mars, remarquez. Donc, la relation, vous voulez un enchaînement de 100 cas pour pouvoir se présenter la consultation suivante. Donc, il dit que la chronologie, c'est à toutes les visites ou à chaque fois où je suis là. Alors, surveillance clinique, la congestion, fonction rénale sous diurétique, contrôle INR, évolution des douleurs arthrosiques et maintien de l'autonomie. C'est l'objectif, le suivi. On a gagné aussi en temps, donc cette deuxième, donc imaginez ça pour un dossier très très volumineux. Donc moi je l'ai compressé pour les besoins de la démonstration, mais ça pour un dossier qui est très compliqué à lire juste avant une consultation, c'est très très aidant. D'accord? Alors, je vais revenir à une troisième démo qui peut peut-être parler à beaucoup d'entre vous, qui est le résumé d'un article scientifique. Alors, pourquoi on a besoin de faire des résumés? Parce que là, on a une veille scientifique. On doit être au courant de ce qui se passe dans notre domaine ou dans d'autres domaines qui sont related. Et cela, face à nos engagements, c'est un peu difficile. Ça peut être aussi être aidant pour les étudiants, les doctorants, les assistants qui préparent par exemple des passages de grade, des arts, etc. C'est très très important. Et pour les professeurs, pour être à jour. Donc ça, c'est notre quotidien. Là, les enseignants, les chercheurs, il faut qu'on soit toujours le résumé d'un article scientifique. Voilà, hier, je suis partie chercher un article qui m'intéresse moi-même. Alors, c'est un article, alors les auteurs, c'est des informaticiens. Mais ils travaillent sur la comparaison ou l'utilisation des assistants médicaux pilotés par l'IA dans le healthcare actuel. Donc, une revue de l'existant. Très intéressant pour moi. Vous allez donc trouver, vous allez faire la même chose pour des articles qui vous intéressent. L'article, voilà. C'est l'article que je veux lire. J'ai pas eu le temps de le lire hier. Donc, a review of IA-driven medical assistance system in intelligent chatbot platforms for model. Bon, le titre il est intéressant, le contenu, voilà, l'abstract, le résumé en anglais. Moi, je suis plutôt francophone, donc rapidement, je veux savoir ce qu'il y a dedans en français pour prendre le temps de lire. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai copié le titre et j'ai copié l'abstract. Parce que des fois, les titres sont trompeurs. Donc, un conseil de chercheur, donc il faut toujours associer le titre à le résumé, à l'abstract. Parce que l'abstract, il est trompeur par rapport au titre. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai copié le titre. J'ai mis aussi les auteurs. Donc, moi, ça m'intéresse. Peut-être que vous, ça peut ne pas être intéressant pour vous. Et l'abstract, je l'ai copié, qui est le résumé. Alors, je vais directement au prompt. Résume encore. Cet abstract scientifique en 5 points clés pour un médecin non spécialiste. Une ligne par point, puis indique en 2 lignes les limites de l'étude.
et termine par une implication pratique en une phrase, en français bien sûr, sans jargon inutile. Ce que je vais lire rapidement. Donc, c'est ce que je vais faire. Comme je vous disais tout à l'heure, tout ça, CTRL-V, ça s'apprend aussi. Donc, j'aurais pu le copier directement dans le document. Je l'ai fait ici pour des raisons de... C'est la démo, Yannick. J'ai tout copié, c'est bon. Alors, quoi de neuf? 5 points. Les assistants médicaux basés sur l'IA répondent à une demande croissante d'accès rapide à l'information médicale en ligne. Les systèmes peuvent analyser des symptômes, proposer des orientations diagnostiques préliminaires et faciliter la prise de rendez-vous. Les plateformes numériques améliorent l'accès aux soins en réduisant les délais, en simplifiant les échanges patients-soignants. La sécurité des données médicales, la confidentialité, la fiabilité des réponses restent des enjeux majeurs. En 2026, ça reste des enjeux majeurs, la confidentialité des données. La revue montre un développement rapide de ces outils au cours des 10 dernières années avec un potentiel important pour améliorer un peu l'organisation des soins. Les limites de l'étude, cette publication est une revue générale et non une étude clinique comparative avec des données quantitatives robustes. L'abstract ne précise pas les critères méthodologiques, les sources analysées, ni les performances réelles des systèmes étudiés. Vous remarquez, je ne lui ai pas posé ces questions. Les limites, mais quel est l'article? C'est lui qui a vérifié les limites par rapport à d'autres articles de niveau supérieur. Après, les implications pratiques, en quoi ça peut m'aider? C'est important pour moi. Alors, les assistants médicaux IA peuvent soutenir le parcours de soins, mais ne remplacent pas l'évaluation clinique et nécessitent une supervision médicale et des garanties solides de sécurité des données. Donc, jusqu'à avril 2026, il n'y a pas d'assistant d'après cette étude, bien sûr, d'assistant qui soit validé par des professionnels et qui soit en production, en place. Et c'est très bien. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas... Donc, j'ai perdu 3 secondes. 3 minutes à le lire. Ça, c'est très important pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les gens qui veulent rester à jour. Et donc, j'aurais pu, par exemple, demander, donc si ça m'aurait intéressé, je continue sur la foulée, donne-moi les 5 meilleures références l'article. Parce que sinon, il va inventer des références. Je vais vous en parler après. Donc, les meilleures références l'article, il les vérifie. Il va me donner les liens. Parce que quand il vérifie, il dit les liens, je peux cliquer, le document. Je n'ai pas besoin d'aller chercher sur Google ou là pour chercher la référence. Des fois, il y a 2 articles avec le même intitulé, donc je ne tombe pas sur le banc. Je vais directement à l'article qui est cité. J'aurais pu aussi demander les dernières recommandations ou les dernières avancées avec les références, le même domaine, les articles qui traitent le même sujet. Donc, ça, c'est très important quand on fait une recherche. Donc, derrière la méthodologie, faire la recherche bibliographique, ça. Yes. Est-ce qu'on aurait pu, ça change, si on lui avait posé la question de lire l'article et de faire lui le résumé, c'est-à-dire vérifier l'article par rapport à l'abstract? Peut-être qu'il y a des choses. Question très pertinente. Alors, ça c'est d'expérience, je vous parle d'expérience, c'est pas quelque chose qui est écrit ou là. Alors, un article, oui, l'abstract il n'est pas bon, il ne résume pas, c'est un mauvais article. 1. Et de 2, à l'intérieur, quand vous donnez à une LLM qui n'est pas payante des articles, voilà, du texte qui est très long, il va se perdre. Donc, même quand vous voulez lire un article, essayez de le lire partie par partie. Machine met en vrac, on le résume, fait ceci, fait cela. Il peut se tromper et des fois, les hallucinations, des fois, il perd parce que qu'il a la notion de contexte. C'est-à-dire, dès qu'il avance le texte, il oublie ce qu'il y a plus haut. Il oublie. Donc, puisqu'il l'oublie, il va créer par la suite, soit il va m'expliquer des choses limitées sur l'article, soit qu'il va me donner des choses très réduites. C'est-à-dire, il va inventer des choses ou là, ne pas me donner l'essentiel de ce qui est dans l'article. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de partir sur des blocs de texte complémentaires. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Les LLM, comment ils vont fonctionner? C'est pas prévu, mais c'est intéressant de connaître. Plus vous lui donnez du texte, il va se perdre dans le contenu.
par définition, il va résumer. Il va condenser la partie اللي مديتيها له avant. Donc, tout ce qui est donné et qui est long, il va condenser pour pouvoir continuer. Donc, quand il va condenser à sa façon, il va oublier des choses. Il ne va pas nécessairement garder que l'essentiel. Alors, quand on va partir sur le document partie par partie, on va gagner en qualité de ce qu'il va résumer. Donc, il ne va pas résumer tout l'article, il va résumer que la méthode. Donc, nécessairement, le résumé a une taille fixe. Donc, le résumé, il va prendre, puisque la même taille, il va le plus important. Donc, quand il va passer, il va toujours garder en tête ce qu'il a résumé dans la méthode. Après, il va partir la partie, le module, il va les comparer avec la méthode. Quand tu mets l'article kamil, il va oublier la méthode et avec le résultat, ils peuvent vous dire que les résultats ils sont bons alors qu'elles ne sont pas bonnes par rapport à la méthode, qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de ne pas charger les documents volumineux. Qui dit volumineux, ça veut dire que je parle des articles, ils font 30, 40 pages. 12 pages, il peut les facilement. L'ouvert, le free. Bien sûr, quand on paye, on a plus d'espace, plus de qualité. Même le modèle, il est plus intelligent. Mais il ne dit pas la compression à la donnée. Parce qu'il y a de l'espace. L'espace de travail, il est plus grand. Parce qu'il est payant. L'espace de travail, il est réduit. Il va libérer de plus les questions, plus il libère de l'espace. Il faut pour pouvoir entamer de nouvelles choses. Et il va oublier. Le mot-clé. Il va oublier. Ce qui s'est passé, il faut. Peut-être, oui, on n'est pas sûr. On ne sait pas. Donc, qui donne un article qui m'a fait le domaine médical, il déroule les articles 3. Les recommandations, par exemple, une recommandation, je dis, il y a 76 pages. Donc, c'est l'essentiel, par exemple. Voilà les recommandations 2024. Ou les recommandations 24, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Donc, il va comparer, il va. Bon, qui dit le free, il peut rater des choses. En général, qui est payant, on a un clic qui dit qu'est-ce qui est nouveau dans les nouvelles recommandations. Donc, il va synthétiser les éléments, les premières recommandations, les anciennes, les nouvelles, il dit les comparaisons, il regarde la relation entre les éléments, et il peut même justifier, par exemple, des choses. Pourquoi on est passé de telle valeur les nouvelles recommandations. Il peut le faire, c'est très intéressant pour la recherche, pour votre pratique, parce que j'imagine que tout le monde a besoin d'être à jour par rapport aux recommandations. Alors, la suivante, vérification d'une ordonnance complexe. Donc, ça veut tout dire. On n'a pas besoin d'expliquer le problème d'une ordonnance qui contient plusieurs médicaments, etc. Donc, on va lui poser la question. Donc, on va partir. Alors, avec l'expérience que vous avez acquise dans le Kamaya, qu'est-ce qu'on va lui demander pour une ordonnance complexe? Qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire? Les interactions, par exemple, médicamenteuses. Le dosage, vérifier, vérifier ça. Des fois, parfait. Donc, on n'invente rien. Donc, ce que vous faites tous les jours, ce que vous essayez de vérifier tous les jours, il va vous le faire instantanément. Vérification d'une ordonnance complexe. On prend le cas du patient fictif, bien sûr. Monsieur Yassine, qui est donc insuffisance cardiaque, hypertendue, diabète, insuffisance rénale chronique, la totale. Voilà, vérification d'une ordonnance. Donc on a les données brutes, comme tout à l'heure, on peut les dicter ou les saisir. Le patient, avec les antécédents, le motif de la consultation, donc ça c'est nouveau, la fatigue, les vertiges occasionnels, des épisodes d'hypotension, et le motif d'Ijabou. Tiens, on vérifie Bakwinja, c'est une consultation en cabinet de médecine générale. Le patient, il est taré. Un terme très, 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 très spécifique. Taré mentar. Bon. Donc, motif de la consultation, haja récente, la fatigue, les vertiges, etc. Les signes vitaux, la biologie récente et l'ordonnance. La totale. Alors, qu'est-ce qu'il a? 7. Avec de l'automédication, le pauvre, il a tellement mal qu'il s'est Voilà. Donc, la question, comme vous l'avez deviné tout à l'heure, on va lui dire, donc tu es un médecin interniste expert en pharmacologie clinique. Il est encore plus pointu.
Analyse cette ordonnance complexe chez un patient polypathologique. C'est le terme, j'aurais pu écrire. D'accord. Non, c'est les français, c'est juste. Peut-être la littérature, ça se dit aussi. Ok. Alors, identifier les problèmes de sécurité médicamenteuse, interaction, contre-indication, surdosage potentiel, classe les risques les plus graves, du plus grave au moins grave, propose des corrections concrètes, des arrêts, des substitutions, des adaptations de doses, conclu par des priorités urgentes de prise en charge. On va faire la même chose, validé par l'IA. Oui, 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 on pourrait l'inclure parce que ici, il est en train d'aider. Donc, Hadi, vous ne risquez pas, par exemple, de copier-coller ou et signer. Ce n'est pas le cas. Tandis que l'oulin hadouk li fihim validé par ça, oui, vous allez signer, vous allez être alerté par c'est pas moi qui l'ai écrit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, l'ibuprofène, le douleur, automédication récente rapportée. Qu'est-ce qu'il va nous... risque majeur. Ça saute aux yeux. L'association, prise récente d'un anti-inflammatoire, les arguments. Alors, pourquoi? Le risque, la correction. Arrêt immédiat d'ibuprofène, réévaluation rapide, contrôle urgent, maintenir seulement après évaluation tensionnelle et rénale. Donc, alors, je habite comme directement donc les corrections. Alors, priorité, urgence de prise en charge. Donc, pour chaque médicament, pour chaque cas, on a les corrections à faire. Après, bon, c'est moi qui l'ai demandé, arrêt immédiat, contrôle urgent de CG, etc., réduction, réévaluation des traitements d'hypotenseurs, surveillance clinique rapprochée des signes, réconciliation thérapeutique complète avec éducation sur les médicaments à éviter. On y est. Et donc, il commence à me connaître. Pourquoi? Parce que c'est l'intention de Yayanelloula. Donc, c'est une façon de coller un peu à mon profil. Peut-être, intentionnellement, lésiner à l'écrire. Parce que, justement, Hadi, ça montre quoi? Plus vous travaillez sur le même chat, quand vous sortez, il se peut que sur le même, il va de plus en plus apprendre à vous connaître. Question. Voilà. Donc, même si j'en ai pas besoin, mais c'est pour me dire un peu, voilà, votre code de conduite. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Donc, on a, d'ailleurs, je n'ai pas mis la charge ciblée, c'est-à-dire, quelle est la charge? La charge mentale sur le praticien quand il a des cas compliqués comme ça. Donc après plusieurs, c'est-à-dire beaucoup de travail, beaucoup de charges, voilà. On est peut-être qu'on va zapper, on va omettre des choses, manque de concentration. On aurait pu demander aussi de proposer, par exemple, une substitution. Ah oui. Ouais. Logique ou Exactement. Il attire ton attention et toi tu. C'est-à-dire, il le fait vite, rapidement. Peut-être des fois, ça aide à se concentrer. C'est-à-dire qu'il y a déjà une information commune, ça peut faire remonter avec le niveau de concentration. Lorsqu'on a fait un compte rendu, Oui. Mais par rapport à une ordonnance, exactement. C'est-à-dire, oui, là, tu as ton attention, ça peut être aussi aidant pour les médecins qui ne sont pas spécialistes. Peut-être que après quelques années de pratique, qu'il y a des notions qu'ils ont oubliées ou là. Ça peut aussi être un outil de formation. Donc, ça rappelle des choses. Alors, le dernier cas, c'est l'explication et la vulgarisation. J'ai trouvé aussi que ça, c'est-à-dire c'est pour le patient, bien sûr. Tout ça peut être inclus dans le prompt. Après, le contexte, il est important aussi, même par rapport au modèle lui-même. Vous savez qu'il sait qu'on est en Algérie.
il le sait très très bien. L'adresse, donc il est pris en considération. Dans le bon et dans le mauvais sens aussi. Hein. Dans le bon sens, c'est qu'il ne va pas m'inventer des choses. Donc, il sait qu'on est dans des milieux contraints, on n'a pas beaucoup de ressources, etc. Donc, il ne va pas, par exemple, j'ai testé les dispositifs, des analyses sur le génome, sur les gènes, etc. Dans quelques maladies, par exemple le cancer ou là, il ne les propose systématiquement jamais. Systématiquement, il ne le propose jamais. Parce que les belous, les pays, ils ne sont pas accessibles. Hadith de c'est le bon côté. Le mauvais, c'est qu'il se peut aussi, que les modèles ne soient pas les mêmes. Si vous allez en France ou là au Canada, vous allez accéder au ChatGPT, il n'est pas le même. Il nous est arrivé de vérifier une différence, la qualité de réponse. Donc je ne peux pas le dire, je fais la documentation. Il me confirme le jeune informaticien. Donc c'est l'expérience qui a montré que les mêmes questions, ils n'ont pas les mêmes réponses. En fonction de quoi? De ce qui... Oui, exactement. C'est très juste. Parce qu'on a une mentalité, on a un profil. Bon, peut-être aussi que c'est de la géodomination, peut-être. Parce qu'il viendra le jour, très, 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 très prochainement, où il n'y aura plus de free. Il n'y aura plus. L'intelligence artificielle ne sera plus libre, accessible à tout le monde. C'est évident. Parce que donc, on est en phase de création, de performer les modèles. Ils ont besoin de nos données. Ils ont besoin de nous connaître. Après, les modèles qui nous connaissent bien, parce que dans le cas, on est en train de fournir les données, ça veut dire le profil nord-africain, MENA, asiatique, il faut. Quand les modèles sont au point, ils ne seront plus saturés, c'est bien fait, ils seront plus accessibles. Donc, il faut payer pour avoir la qualité. Mais vous utilisez comme un hameçon. Comme un hameçon. C'est ça. Les chercheurs, exactement. Obligés d'acheter. Exactement. Comme sur les dispositifs médicaux, par exemple. Voilà. Par exemple, on a des versions piratées, à l'époque, n'a pas l'accès à les licences. Parce qu'il y a une licence en ligne. Donc, il y a des versions qui peuvent craquer. Elle a dit qu'elle n'en a pas de on n'a pas le fait qu'avec un système difficile à faire. Donc, c'est la même chose. C'est un hameçon. C'est un hameçon. En tout cas, c'est plus difficile de craquer. En même temps, c'est plus difficile de changer de système d'exploitation. Parce que là, on a l'habitude de travailler avec Windows. Donc là, on est pris dans le... Bon, après, c'est légitime, ils mettent des milliards pour faire ça. Là, on utilise gracieusement, on consomme. Voilà, mais voilà, je voudrais que si vous sortiez avec une réflexion, maintenant, peut-être la plus importante, puis, en tant que chercheur, c'est pas difficile à faire, c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Donc, on pourrait être autonome et souverain l'intelligence artificielle. Il faut juste le vouloir et mettre les ressources qu'il faut. Donc, le dernier, c'est l'explication. Qu'est-ce que je veux dire par l'explication? Donc, imaginons que vous êtes invité sur un plateau télé. Donc, vous avez l'habitude de parler donc d'une maladie avec un confrère ou c'est-à-dire des gens le domaine. Donc, vous avez votre jargon, et vous êtes invité à faire une démonstration, à expliquer cela au grand public. Donc, il faut que, voilà, et ça peut aider aussi la traduction. L'objectif, c'est pour la vulgarisation, par exemple pour les associations de patients. Donc, on vous invite à expliquer aux patients, par exemple, comment voilà, avec sa maladie. Donc, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre langage. Et donc, pour le patient, oui, c'est exactement. Pour le patient aussi, si vous êtes confronté à un patient la langue française, par exemple, vous êtes obligé de dire tout en arabe et peut-être trouver les mots. Oui, ma souris, voilà. Donc, rapidement, on va passer sur ce cas. Donc, on va voir la puissance, la traduction et la vulgarisation. Donc, explication à une patiente
donc qui vient de découvrir qu'elle est diabétique ou là, qu'elle est atteinte un diagnostic récent de diabète de type 2 à expliquer. Donc la patiente est la suivante, est diagnostiquée diabète 2 confirmé, une glycée très haute, pas de complications pour le moment. Alors, on va introduire le glycophage, une éducation thérapeutique avec une surveillance. Et l'objectif aussi, c'est de ramener la glycée inférieure à 7. Donc, on va prendre le prompt, reformule l'information médicale ci-dessus en une explication simple, bienveillante et rassurante, destinée à une patiente sans formation médicale. Évite le jargon, maximum 150 mots, puis propose en dessous une traduction en texte de ce texte en arabe, c'est-à-dire le texte qu'il a généré lui-même. Très bien. Et parce qu'il se prépare. Voilà, donc la patiente, je vérifie que j'ai tout écrit. OK. La bonne nouvelle. Alors, c'est qu'aucune complication n'a été retrouvée actuellement. Bonjour. Alors, un traitement par glucophage a été commencé pour aider à faire baisser le sucre dans le sang. Donc, nous avons le sucre dans le sang. Le patient, il fait le sucre dans le sang. Un suivi régulier sera mis en place avec des contrôles de la glycémie, un bilan annuel des yeux, des reins et des pieds. L'objectif est d'améliorer la progression. Donc, la traduction. التحاليل أظهرت داء السكري من النوع الثاني في مرحلة مبكرة. الخبر الجيد أنه لا يوجد remarque. J'ai testé aussi dialecte algérien, il le connaît. نقدروا نقولوا له. On va prendre quelques minutes parce que Anna Chouia propose une version en dialecte algérien, c'est juste, dialecte algérien, de la même description sur le même sujet, sur le même texte, voilà, sur le même texte. Les fautes d'orthographe, ils s'en foutent. Ah, oui, parce que justement, je vais faire la pause, parce que donc on dit une petite pause, je vais vous expliquer pourquoi les fautes d'orthographe, c'est pas important. بينت مليح الحال نقول ça vous parle. Eh bien, sur cette dernière présentation, donc نعاود نرجع Eh oui, la pause. Alors, je vais résumer. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir, on a de démontrer. Donc, un gain de temps sur les tâches répétitives. On va gagner aussi du temps à créer de prompts, ça s'apprend et ça se conserve, surtout pour les tâches récurrentes. Les médecins restent toujours à la commande parce que vous voyez, il y a des fois de la longueur inutile. Je ne vous ai pas montré les hallucinations, je vais vous en parler après la pause. Et tout se joue dans la façon de demander, c'est-à-dire si on change, c'est évident. Si on ne formule pas bien la question, on ne donne pas assez de détails, mais qui soit bien sûr anonymisé, il peut passer à côté. Donc, tout est question de texte et de savoir manipuler les textes qu'il faut lui donner. Et ça, comme je vous le disais, c'est un vrai savoir-faire. On a appris avec beaucoup d'utilisation, qu'il y a beaucoup de livres qui décryptent ça. Il y a d'ailleurs le prompt engineering, prompt, la question, c'est l'ingénierie des questions. Comment poser des questions, c'est une nouvelle compétence, un des informaticiens. C'est carrément un ingénierat en ça. C'est venu avec l'intelligence artificielle. Voilà. Je vous invite pour quelques minutes en pause. Voilà, et on revient pour finaliser un peu la présentation. Voilà. Merci beaucoup. C'est très... مازال l'aspect philosophique. قعدوا معايا برك. كاين واحد l'aspect ما حابه نتفلسف فيه شويه. Voilà. Le domaine, il y a beaucoup de notions qu'il faut
connaître et approfondir, associer les choses, etc. Qu'il y a de très bonnes questions par rapport à, c'est-à-dire quels sont les outils qui sont utiles pour nous. Donc, que ce soit la pratique médicale ou la recherche, les besoins sont différents. Et bien sûr, les outils TANI, il existe beaucoup d'outils. La séance il y a des modèles spécialisés en radiologie, en laboratoire, en suivi de patients, des outils qui sont adaptés à une discipline bien déterminée. Donc c'est ça l'intérêt que je voudrais vous faire passer, parce que j'espère qu'à partir de la séance vous passez à un niveau supérieur. Donc on ne reste pas sur les LLM, c'est la base. Les étudiants les utilisent pour leur formation, mais là, en tant que professionnel, on doit passer à un niveau qui soit un peu plus profond. Voilà. Alors, pour terminer, et comme une formation sérieuse montre aussi les limites, parce que tout est beau, on va être aidé scientifique dans la pratique de notre métier, etc. Mais en réalité, il y a une chose qu'il faut bien garder en tête. Donc, je vais vous parler un peu sur les limites éthiques et enfin la responsabilité. Comme je vais passer un peu sur de la philosophie parce que c'est important aussi. Alors, quelles sont les limites? Donc, je vous cite ici 2 limites. L'oula, il y a les hallucinations. Donc, vous connaissez ce que c'est que les hallucinations. Les modèles. Donc, ils vont inventer des choses et ils vont le dire avec une assurance incroyable. Telle référence existe ou tel résultat, etc., etc. Alors que, cherchant, donc il va inventer des références, des posologies, il va inventer beaucoup de choses. Pourquoi? Pas parce qu'il est mal intentionné, sûrement pas, il n'a pas de conscience, mais parce qu'il est entraîné à faire ça. Il est entraîné à trouver des liens entre les choses, avec un certain degré de sûreté. Donc la probabilité, donc il va faire des liens et il va nous afficher la meilleure solution. Après, s'il ne le trouve pas, il trouvera toujours 2 mots qui n'ont rien à voir, mais avec une petite probabilité. Par exemple, quelle est la relation entre la couleur jaune et Ilham Kitouni? Pas de lien, il ne me connaît pas, etc. Donc, il va faire le tour. Bien sûr, je ne connais pas Ilham Kitouni, je ne connais pas ses préférences et goûts en couleur, mais c'est une couleur qui est adaptée aux enseignants. Peut-être, le gars quelque part, la couleur jaune elle est associée aux enseignants. Donc, il y a un lien. Donc, il va bavarder sur la chose, mais c'est des hallucinations. Des fois, c'est grave. Des fois, il y a plus grave que quelle est ma couleur préférée. Exactement. Parce qu'il est conçu pour trouver une relation entre 2 mots. Donc, mathématiquement, il va trouver la relation. Sauf bien sûr qu'il y a des paramétrages les outils, à partir d'un certain niveau de confiance, n'affiche rien. Tu peux le paramétrer. C'est la température. Mais sinon, les généralistes, le deuxième point, donc bien sûr, la compétence clé que vous devez acquérir, il y a la vérification et l'esprit critique. Les biais, c'est des problèmes qui sont donc introduits les modèles juste par les données, si vous voulez. Donc, on introduit des problèmes les modèles par les données qui ne sont pas de qualité. Le biais, c'est quand le modèle il est utile, il est fiable sur une catégorie, une population, des situations plus que d'autres. Posez-moi la question, pourquoi? Alors, il va le faire parce qu'il a été entraîné sur des données qui sont majoritairement orientées blanc, orientées noir. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après quelques exemples de biais réels, mais le biais, c'est une notion mathématique. Terminal, les biais, les fonctions. Et comme on est sur l'intelligence artificielle, c'est des maths. Donc, la notion de biais, elle vient justement parce que la quantité de données donc, qui est introduite, elle n'est pas bien structurée, bien organisée, n'est pas équilibrée. Une question très importante que vous devez vous poser dès que on vous propose un modèle IA, la première question, sur quelle population l'outil il a été entraîné? Très importante. Parce qu'il ne va pas performer de la même façon sur une population locale, les Algériens, que sur, par exemple, les Amériques, les
les Indiens d'Amérique. C'est pas la même population, mais on a le même profil génétique, mais on a les mêmes habitudes alimentaires, mais on a la même hygiène de vie, etc. On a le même climat, beaucoup de choses différentes et qui influent sur la santé. L'hypogénétique ou la khate, c'est pas de l'hypogénétique, l'épigénétique. Ça entre dans ça. Alors, l'oxymètre de pouls, donc le Covid. Donc, il a été vulgarisé le Covid, on a enchaîné beaucoup d'informations. Il a été entraîné au début, les années 2000, il a été calibré, parce que c'est des rayons, à travers la peau pour détecter la saturation. Donc, il a été calibré sur des peaux blanches, caucasiennes. Et on a importé les oxymètres sans qu'ils soient recalibrés sur les peaux brunes ou les peaux mates, les peaux foncées. Et ça a donné beaucoup de problèmes. Donc, il y a des études qui ont prouvé ça. Donc, il a été prouvé que il a fait des dégâts parce que sur des populations, il a surestimé la saturation. Donc, il a masqué, en masquant 11,7% des hypoxémies réels par rapport à 3,5. Donc, c'est le taux d'erreur. C'est l'erreur. Donc, c'est le taux d'erreur. La population à peau blanche, 3,6. 3,6. La population qui maintenant, il y a 12. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été calibré correctement. Donc, le biais de la couleur. Alors, là, le sang, donc, avant de déployer n'importe quel outil, IA, que ce soit un modèle, que ce soit un système ou un dispositif, il faut se poser la question. Peut-être vous seriez appelé à décider pour l'achat ou la commande d'un dispositif médical qui est assisté par IA. Toujours avoir en tête de vérifier est-ce que l'IA a été entraînée sur la population locale. Parce que sinon, ça va donner des catastrophes après, sans qu'on se rende compte, parce qu'on ne sait pas, c'est les études qui ont montré ça. Après, alors, deuxième exemple, cas réel, la mélanome, qui est un cas d'étude. Donc, à 90% donc de sensibilité. En 2017, le premier modèle, il a été développé en 2017. Il est sûr à 90%. Et avec un niveau supérieur à un panel. Donc, un panel de 21 spécialistes. Il les a surpassés à 90%. Après, il y a un biais majeur. Le problème, c'est la peau. Donc, le même modèle, quand ils l'ont testé sur des peaux qui ne sont pas caucasiennes, donc la performance elle a chuté. Donc, il faisait beaucoup plus de... Donc, imaginez le système, il est installé dans un dispositif qu'on va acheter. Le dispositif, il est bon, mais le modèle, il n'est pas bon. Il ne marche pas, il ne fonctionne pas avec nous. Alors, bien sûr, à l'horizon, l'idée, je voulais vous expliquer que les modèles à venir, où on va utiliser plusieurs entrées de données. Mais chez l'imagerie. Donc, le modèle, donc, mais quel est le profil du patient, par exemple? C'est un Américain du Nord, c'est un Américain afro-américain. Donc, l'information, elle manquait. Il n'a pas été entraîné sur ça. Après, quand on va entraîner les modèles sur de l'image, des données du patient, des données cliniques, des données génomiques, eh bien, le modèle, il va plus se spécialiser et plus donner des résultats, plus fiables, peut-être plus fiables, disons. Alors, 2 règles non négociables. Alors, les données, la médecine reste l'apanage, la responsabilité du médecin et jamais de données identifiant sur les modèles qui ne sont pas certifiés. Qui m'a dit comme certifié, ça veut dire qu'elle a été validée et les données, vous savez où est-ce qu'elles sont. Par exemple, les données dans les serveurs directement local ou là, qui m'a dit madame, puisque vous pouvez accéder, ça veut dire qu'il y a des serveurs un peu plus, Internet. Et le réseau, la réglementation algérienne, de plus en plus, elle devient de plus en plus dure par rapport au stockage des données personnelles, que ce soit du patient ou les données personnelles critiques.
Donc, dans le domaine médical, c'est confidentiel, etc. Mais c'est des données critiques. Donc, la réglementation algérienne, elle est très, très importante à connaître pour rester dans la réglementation. Par exemple, les labos privés, souvent, certains, ceux que le médecin responsable n'est pas toujours présent, il est à l'étranger. Les données, il les consulte à distance. Ça, je vous ai dit, il y a des données. Oui, 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 oui. Très juste. Dorka, qu'il y a deux cas. 50% de chance que l'outil l'outil de transfert de communication sécurisé, 50% on utilise WhatsApp pour envoyer un dossier médical. Ça existe aussi, ça existe. Là, je connais pas mal de patients, de médecins, de patients qui envoient leur dossier à des médecins à l'étranger pour avoir un avis médical. Donc, il y a un contact, sur LinkedIn, il baisse le dossier. Ça, c'est-à-dire, c'est contraire à la réglementation et c'est contraire à l'éthique, bien sûr. Interdit. C'est interdit par la loi. L'université, normalement, je comme l'hôpital. Bien sûr, bien sûr. Nous n'avons la loi qui est anonymisée. Bien sûr. Mais par exemple, vous envoyez, j'imagine, une radio, la radio. La radio. Donc, sans faire attention, vous prenez une image à la fois, la radio, tu vas dire à un confrère, tu dis, la facture ou la, le nom et le prénom. Il est systématiquement scanné par le kfesmo. Mais il y a par le kfesmo, les bâtis, kfesmo, systématiquement. Il est scanné par WhatsApp. C'est une grande arnaque. Puis WhatsApp chiffré de bout en bout. Qui fait des courbes. Ah, des groupes, oui. Et à madame. Avec tout mon respect, c'est interdit. Nous avons une note entre enseignants. Donc, sûrement, là, il y a comme le DAPM ou là, quelque part. Mais elle n'a pas. Et ils ont spécifié, ils ont souligné WhatsApp. Ils ont souligné WhatsApp. Hadi في الاخر تاع 2025. Qui c'est qui l'a protégé? Qui c'est qui l'a protégé? Huma, WhatsApp. Donc, oui. Telegram. خرجت الإشاعة تاع Telegram, il est plus sécurisé بصح حكمته فرنسا en France ils voulaient justement craquer ou avoir le contenu sur les conversations. C'était le plus sécurisé. Ça veut dire pourquoi Ah, ça. Maintenant, c'est Facebook. Publicitaire, puis j'utilise l'IA pour faire par exemple des algorithmes. C'est une autre compétence. Il faut apprendre à anonymiser. C'est des standards qui sont dans le monde. On ne va pas inventer des standards pour anonymiser tout ce qui est données confidentielles pour pouvoir les utiliser l'IA, même le ChatGPT. Par exemple, le minimum. La suite, ils ne seront pas affichés. Mais pas pour les études, je suis obligée de mettre des noms. Non. Vous n'êtes pas obligé de mettre des noms. C'est pas de l'anonymisation. L'anonymisation, ça veut dire que on ne peut pas identifier la personne. Elle est non identifiable. Impossible. Qu'il y a la pseudo, parce qu'on a besoin de revenir le nom. Mais après, pour vous dire, c'est pas une question de code barre. À l'intérieur de l'information, on peut identifier un patient juste en regardant quelques éléments. Donc, en associant, par exemple, Zo professeur, هي معروفة, الكونت نتاعها كيتوني إلهام, عندها une liste de patients. يا professeur كيف اسمك؟ prénom خير. Samia. Professeur Samia, أنا je suis patiente عندها. Donc, quelque part, je vais sortir les conversations نتاعها ولا le nom et le prénom avec l'âge, avec une date de consultation. Pour toi, c'est une information qui n'est pas confidentielle. Parce que pourquoi je suis venue en consultation, est-ce que je suis vraiment venue? Elle est bénigne. L'information, elle est banale. Elle est banale. Après, on va faire qu'il y ait des algorithmes qui vont faire le lien entre ces données, qui donnent Ilham, la date de consultation et professeur. Qui donnent Ilham, on dit 52 ans,
j'habite à Constantine, les تاعك 52 ans habite à Constantine. فهمتي le lien كيفين دار. Donc on peut trouver à partir des données اللي كاينين في même anonymisées des codes, on peut retrouver l'identité. C'est très très facile. C'est très facile. Et donc il faut apprendre à anonymiser. D'ailleurs, كنت حبي professeur Samia, كنت حبي تبوبليي une étude. تحطي la population اللي خدمتي عليها. في la méthode, لازم تحطي comment tu as anonymisé. Ça devient, quand on va travailler ensemble, par exemple, sur des choses, on va se mettre un protocole standard à l'international, HH7-حاجة هكذا. نهزوه ندرسوه أنا وياك ونقولوا voilà comment on va anonymiser. De telle sorte يبقى أنت عندك le contrôle les données et en même temps, jamais je ne pourrai, que ce soit moi ou les outils IA que je développe, يعرفوا بلي هذا le patient راهو à 90% qui donnent ilham. Donc, il y a des protocoles. Et ils vont vous l'exiger pour les publications. Ça devient très important. Et la date, on le trouve. Même il est qu'un professeur, même il est qu'un, c'est pas grave pour le patient ou là, si le confrère vous lui faites confiance. Entre-temps, voilà. Et ça, sur le chemin, la donnée Hadi, elle va être craquée, elle va être utilisée pour d'autres fins. Oui. Il y a Hakim, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Même il y a dans beaucoup de métiers où on se partage des données confidentielles en utilisant les réseaux. Mais avec bon, à la belle, je mettre un exemple. Oui. Mais après ils vont vous dire, et c'est une question légitime, comment on va travailler? Non, on peut apprendre à anonymiser tout ce qu'on est en train de peut-être des documents personnels ou là utiliser des outils sécurisés. Tout ça c'est les concertations pluridisciplinaires alors donc avant de terminer donc je voulais donc justement vous parler de le concept de l'éthique du soin. Ethics of care, c'est un concept qui est ancien, donc c'est à peu près les années 80 où il être la nouvelle technologie, le domaine médical et le domaine du soin, les infirmiers, les soins à domicile, etc. Et donc, qui jette la nouvelle technologie et les nouveaux dispositifs, il y a des philosophes qui se sont posé la question, que devient la relation entre le patient et le professionnel quand il y a entre les deux une machine ou un algorithme, etc. Donc la question qui se pose, comment, à partir d'une médecine classique, le médecin, c'est lui qui crée la relation, c'est lui l'écoute, la confiance. On va passer à une médecine juste pour diagnostiquer, prédire une décision, une optimisation. L'intelligence artificielle peut le faire. Et elle va s'améliorer, elle va le faire mieux que le médecin. Mieux. Mais elle ne pourra jamais apprendre à faire de l'écoute, à faire de la relation, à créer la confiance entre le patient et le médecin. La question donc, qui se pose, donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Là, il faut qu'on l'ouvre l'intelligence artificielle. On va avoir des robots, on va avoir des dispositifs intelligents, on va avoir des solutions, des algorithmes, c'est-à-dire une solution, logiciel. On va avoir des logiciels, les films de l'intelligence artificielle, et qui va être entre le patient et son soigneur, disons. Alors, d'où les trois dames. Donc, c'est une quote, c'est une citation. Il dit que nous ne vivons pas dans un monde d'objets, même si on est en train de créer des objets. Mais on vit toujours dans un monde de relations. Et les objets ne peuvent pas créer des relations, ne peuvent pas vivre des relations avec les humains. Il parle aussi de quelque chose de très important, de la confiance. C'est-à-dire, depuis la révolution industrielle, la vapeur ou les machines, etc., on a créé des machines. C'est nous qui prenons soin des machines. On réparait les machines, on changeait des logiciels, etc. Donc, la maîtrise, le soin de la personne vers la machine. Aujourd'hui, le rôle s'est inversé. Dans beaucoup de pays, c'est la machine qui prend soin de l'humain.
غير le fait انه par exemple j'ai mal à la tête نكتب chat GPT aujourd'hui je ne suis pas bien j'ai mal à la tête il me connaît il va me dire donc راح يدخل في la relation يقول لي je te propose de faire une séance de yoga ou là il faut sortir il faut appeler une amie il faut pas rester seul il a pris la place de l'ami il a pris la place donc il y a quelque chose de nouveau qui se crée ça nous donne aussi à réfléchir parce que peut-être راكم في الواجهه الاولى يعني انتم هما الاولين حنا on est plus sur le matériel sur le hardware sur les téléphones etc نقول اسمع tout le monde les informaticiens ou là les technologues انتم vous êtes confrontés à la relation humaine au quotidien donc vous allez la voir changer bon comment vous allez vivre ça et comment voilà c'est vous allez contribuer à ce que ça soit dans le bon sens un autre aspect philosophique aussi c'est l'explicabilité aujourd'hui n'importe quel modèle, même le LLM, il ne peut pas expliquer comment il a trouvé, pourquoi il a répondu la réponse A et pas B. Par exemple, vous lui dites, pourquoi vous avez classé Hada en prioritaire? Il va rebâcher, ça ne va pas vous dire sur quoi il s'est basé pour prendre la décision, pour faire ce classement. L'IA aujourd'hui ne peut pas expliquer les résultats. C'est un fait. Il faut le connaître. من قبل هادو les systèmes experts اللي كنت نحكي لكم عليهم les premiers systèmes experts dans les années 70 ou 80 donc ils étaient basés sur l'expérience du praticien donc l'intelligence elle était basée sur l'expérience et donc quelque chose de l'expert اللي كاينه في le système et le choix de la chose c'est le raisonnement comment il a décidé باللي une fièvre, des yeux rouges et par exemple des taches, il donne l'antibiotique. Il va expliquer l'expert قال له fièvre, tache rouge, œil rouge, alors antibiotique, quel antibiotique. Donc il est expliqué. Donc دركا كي يخرجها لك tu sais باللي c'est par rapport à quoi il a décidé باللي on va utiliser l'antibiotique de type A ou là de type B. Aujourd'hui un modèle ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il a été entraîné sur des données mais sur l'expertise. هذه هي la différence. واش راح يصرى لو كان par exemple un praticien حط les données تاعو بكل باللي في les cas هادو ils utilisent un antibiotique de type A. Jamais il va vous proposer une alternative. Parce qu'il a appris ça. Il connaît que ça. وهذه l'explicabilité la notion d'explicabilité لازم تكون عندكم دائما une question. Qui m'a la question là, sur quelle population il a été entraîné? La deuxième question, est-ce que le modèle que tu me proposes, il peut m'expliquer son raisonnement? Bien sûr qu'il y a des tentatives. On crée des modèles, on a des méthodes pour pouvoir expliquer. Ça, c'est pas très très répandu. Surtout que les utilisateurs finaux ne savent pas poser la question, ne s'intéressent pas à ça. Donc ils font confiance. انا جيت انا عندي une crédibilité نقول لك ندير لك un modèle qui va révolutionner la médecine vous allez me faire confiance. À un moment donné vous êtes confronté à une décision qui ne va pas avec votre feeling. Vous dites ça ne va pas, c'est pas ça. Avec qui tu vas parler pour dire comment tu as pris cette décision? Comment tu as décidé que le patient il rentre ou il reste? Il peut pas le dire. Deux choses importantes à poser deux questions importantes à poser pour évaluer une intelligence artificielle avant de la mettre en pratique. Alors, pour aller plus loin, donc j'ai terminé la compétence l'IA, c'est de nouvelles compétences dans le domaine médical. Comme tout à l'heure, donc la question ne se pose pas est-ce que je vais travailler avec l'IA ou non. La question est-ce que l'IA va venir ou non. Non, la question comment je vais être face à l'IA, comment je vais me comporter face à elle parce qu'elle va venir. Quand dans 5 ans, je suis sûre, parce que, allez, on comme dans 5 ans, parce que, qu'il y a des mesures. Les États-Unis, par exemple, les années 80 déjà, des systèmes intelligents qui pouvaient aider au diagnostic, au tri des patients, etc. 5 ans après, le même système a été généralisé sur toutes les États-Unis. La surface, les États, la réglementation est différente. Alors imaginez un petit pays par rapport aux États-Unis qui met ça. Donc, sûrement, ça va faire une tache d'huile. Dès que tu dis haja, qui m'a chat GPT, il faut se préparer pour ça. Personne ne vous demande d'être des informaticiens ou là de développer des modèles et
vous sera demandé d'être vigilant, de comprendre comment ça fonctionne pour ne pas se faire avoir, parce que vous serez responsable sûrement de ça. Voilà. Alors, pour aller un peu plus loin, donc, les prospectus. Donc, on a plusieurs formations qui sont proposées par l'école, justement sur plusieurs compétences. La première, l'IA au service du médecin. Alors, ça, c'est l'intelligence artificielle pour la pratique, c'est-à-dire chez vous. Donc, on va voir des ateliers dédiés de l'intelligence artificielle spécialisée. Donc, les radiologues, la radiologie, les dermatologues, les psychologues, les outils qui existent. Donc, on va vous montrer ce qui existe réellement. Mais c'est pas un outil certifié. Donc, ce qui existe et qui va probablement venir. Oui. Alors, vous avez donc aussi, vous allez apprendre à maîtriser les prompts, à écrire de bons prompts. Une mauvaise question engendre un mauvais résultat. Et bien sûr, on vous propose la formation Hadi, on vous propose de partir avec un plan d'action personnalisé. C'est-à-dire, moi, dans ma pratique, comment je peux utiliser l'IA, comment je peux intégrer l'intelligence artificielle dans ma concertation avec les confrères, dans ma relation aux patients, beaucoup de systèmes d'applications mobiles, beaucoup d'applications qui sont d'applications mobiles propres que les patients peuvent utiliser pour vivre un peu mieux leur maladie. Vous allez être, qui m'a dit Madame Goubil, quand une bonne clinique de radio, par exemple, quand un centre d'imagerie médicale, il est bon. En général, vous le recommandez. Vous allez être appelé à recommander des applications. J'ai cliqué une patiente, gynéco par exemple, je dis madame, l'application Hadi, c'est à vous vous allez être appelé à sinon, si vous ne recommandez pas, d'autres vont le faire ils vont le faire pas de la bonne façon. Alors, donc vous avez devant vous le plan de formation. Je vais juste vous présenter. Donc, nous avons plusieurs formations. Alors, donc, qui sont inscrites dans le dépliant. Alors, nous avons des formations pour formation recherche et IA. Donc, ça, c'est destiné pour les chercheurs, pour les doctorants, pour les assistants ou les résidents qui sont en train de faire. Oui, c'est une formation. C'est mentionné dans le catalogue, oui. Voilà, elle dit la formation. Recherche scientifique à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, comment les médecins peuvent utiliser l'IA pour faire de la recherche, analyser, rédiger et publier efficacement. Donc, c'est l'affaire d'une journée avec à l'intérieur ce qui est, j'imagine, intéressant, les outils. Alors, utiliser les LLM pour faire de la rédaction et l'intégration sans compromettre l'intégration académique. Et il y a d'autres outils de recherche qui vous seront, les outils qui seront présentés. Donc, on va démarrer par ChatGPT, Grammarly, Deep Learning, Notion IA, des outils qui sont dédiés à la recherche. Donc, on va vous montrer comment les utiliser, donc pour les résumer, pour faire de la revue de littérature et synthétiser tout ça dans les articles. En une journée, on va vous présenter les outils et vous allez les pratiquer, des ateliers. 7 heures de formation. 7 heures, donc on a une matinée et un après-midi. Voilà, l'après-midi, c'est les ateliers qui seront dédiés à l'utilisation, la familiarisation avec les outils de la recherche. Bien sûr, la littérature, il y a des milliers mais il y a des outils qui sont free et qui sont performants, qui sont utilisés. Après, vous allez, selon votre cas, choisir les outils qui vous... Alors, nous avons une formation dédiée pour les résidents et les étudiants. Donc, l'idée, c'est de comprendre et utiliser et développer un esprit critique face à l'IA dans leur utilisation de tous les jours. Bien sûr, c'est 4 demi-journées. Elle peut se faire en ligne ou là en présentiel. Donc, pour les jeunes qui c'est-à-dire qui ne peuvent pas se libérer, par exemple, des après-midi consécutifs, on peut
les faire en ligne, c'est-à-dire ça passe très bien en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre argument, c'est que les jeunes résidents et les jeunes étudiants en médecine, ils sont portés déjà sur la technologie. Donc, ils savent se connecter, ils savent créer des comptes, etc. C'est plus facile, même en ligne. Alors qu'il y a des spécialités, c'est-à-dire des formations où ils sont en présentiel. Donc, on va le faire ensemble. En ligne. La formation AD, elle est programmée en ligne. Normalement, comme les dates, On a combien pour la recherche présentielle? elle est en présentiel, oui. Et ça nécessite oui. Ça nécessite aussi l'utilisation des outils et donc ça, l'expérience a montré qu'en ligne, on perd beaucoup de temps à créer un compte, ça n'a pas marché, le message d'erreur. On préfère que ça soit en présentiel, ça règle rapidement le problème et on identifie. Voilà. Oui. Alors, c'est pour le médecin de cabinet, donc médecin ou la spécialiste, mais c'est pour la pratique en cabinet. Donc, on a identifié, voilà, plus administratif. Donc, qu'il y a des parties où l'IA, on peut l'utiliser pour gérer les dossiers, pour faire des invitations, pour faire des rappels, etc. Donc, c'est pour la pratique du cabinet, c'est le privé si vous voulez. La recherche, ça pour les radiologues, donc c'est une proposition pour les radiologues. Donc, on a réfléchi. On va commencer par la spécialité la plus IA. Alors, la radiologie, c'est une spécialité qui consomme beaucoup d'IA. Aujourd'hui, juste, voilà. Et donc, les radiologues, les centres d'imagerie médicale, avec l'IA. Qui fait? Sans radiologue. Avec un minimum. C'est pas sans radiologue, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Parce que même dans les pays les plus développés où ils utilisent l'IA, ça reste toujours sous le contrôle. C'est toujours. Mais quelle est la signature? Quelle est la signature du radiologue? Hey, est-ce que vous faites confiance à quelque chose? Hey. Oui, par exemple. Bien sûr, c'est de l'IA spécialisé. Un centre de radiologie à Oran. À l'aide des comptes rendus à l'IMA sur IA. C'est un gestionnaire qui a ouvert un centre de radiologie. Et j'imagine que le modèle, il n'a même pas acheté. C'est l'interprétation, les gars, de l'IA, et l'interprétation. Non, c'est-à-dire pour clarifier les choses, l'IA, elle peut décider quel type, quel matériel, quelle zone, elle peut le faire. Ça, c'est très facile pour elle parce qu'il n'y a pas beaucoup de paramètres qui entrent dans cette décision. Donc, c'est fait par une IA. Maintenant, est-ce que l'IA elle a été certifiée? Est-ce qu'elle est conforme la pratique interne au Jazair? On n'en sait pas. Il se peut que même pas شرا وحده اللي تمشي في الامريكان يعني il se peut que دارها له un étudiant هنا في الجزائر. C'est possible. Parce que comme قلت لك mais c'est pas il suffit d'avoir des données, les données nécessaires نديروا le modèle هذا. Après l'étape la plus importante c'est la validation par l'expert et la signature après le rapport. Est-ce que vous êtes prête à signer ou à accepter en tant que praticienne, accepter un rapport qui n'est pas signé? J'imagine, d'ailleurs, sans ordonnance, ils ne veulent pas faire de les signes. Très rare, les marifa, ils disent une image sans. Bien sûr. Par exemple, oui. Vous mettez le doigt sur un point très important. Le praticien, le médecin, il ne sera jamais remplacé. Parce que les fraudes, la malintention, elle existera toujours. C'est la nature humaine. Oui, ils peuvent gagner de l'argent, ils peuvent le faire. Après, la vigilance, les dérives sont très très graves, j'imagine. Le praticien ne devra jamais accepter quelque chose qui ne soit pas signé par un spécialiste qu'il reconnaît. Après, c'est sa responsabilité. Maintenant, s'il y a quelqu'un, un seul radiologue et il signe tout sans vérifier, c'est sa responsabilité qui est engagée. Mais la vôtre, il faut que ça soit validé par un vrai. Et ça existe, hein? Il se peut qu'il y ait des confronté à quoi? Aux données cliniques.
Ah, ben, il a la Il responsabilité. n'est pas sûr du diagnostic. Il donne le diagnostic. Ouais, puis on est À confronter aux données C'est Eh, à toi de juger. c'est meilleur mille que la base. Eh, bon, c'est des pratiques, ça existe. Non, ça a toujours été comme ça. Et même les États-Unis ou l'Europe, qui se les études, ils ont démarré comme ça. Donc, ce qui a un effet waouh, où beaucoup ils croient que c'est de la magie. Après, ça retombe. Donc, après, les gens se remettent, même la culture, ça les patients. Elle va augmenter avec l'IA. Et c'est un effet positif. On se... Voilà, voilà ce que j'ai. Oui, oui. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Il جاي confirmer معك برك ويحوس على l'ordonnance. Bon, c'est un nouveau challenge les médecins. Comment convaincre? Je ne suis pas expert dans la médecine. Bien sûr. Il n'est pas expert dans tout. Il faut toujours vérifier les résultats. Mais le rôle نتاعكم aussi est pédagogique aussi. Parce que c'est vrai qu'on se fait berner par la qualité تاع واش قاعد يمد لك. يقول لك اسمع كل واحد يقدر يكون طبيب روحه. C'est pas vrai. De par le monde, ça n'existe pas. On n'a jamais été en pénurie de médecins spécialistes qui m'a fait 2025-2026. Alors que l'IA a ravalé tous les postes. Jamais ça ne va être remplacé. كما قلت الحكيمه قال لي واحد الميدسان قال لي انا جاني جون انفورماتيسيان قال له نقدر ندير لك ولا جبت لك ولا ان موديل كي بو تيدي ا دياغنوستيكي زعما تال ليزيون قال لي دياغنوستيكي ولا ما نسمعش بعد قال لي هضر بعد قلت له ان شاء الله نشوفه قلت له علاه قال لي انا avec tout ce que j'ai fait toute l'expérience que j'ai eue je peux pas affirmer que je peux diagnostiquer هكا donc هذا c'est un bon réflexe. Je crois que c'est un bon réflexe. Il ne faut pas faire confiance sans pour autant rejeter le tout. Rejeter le tout, il va que freiner l'évolution. Les outils, ils ou les dérives. Nous par exemple les portables. Les mamans qui donnent les portables, les enfants, ils dessins animés. Donc quelque part, l'outil, il a remplacé le rôle de la maman qui lisait une histoire, qui essaye d'animer la chambre, etc. Donc les enfants, donc, quelque part, l'outil, il est bon, mais il faut toujours les garde-fous, il faut toujours cadrer l'utilisation pour ne pas tomber dans les dérives. Oui, ça là, les dérives, ça c'est les risques de la technologie. Ça, c'est des risques. D'accord, donc on a fait le tour. J'espère vous avoir intéressé, vous avoir été utile. C'est un plaisir pour moi aussi de vous avoir vu et rencontré. Et donc, donc